Merci beaucoup Stanislas. Monsieur, votre question, prénom, nom et fonction. Merci. Alors, je m'appelle Francis Sarra, je travaille sur la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Et pour parler de communication, c'est intéressant parce que je découvre aujourd'hui que Mont-Saclay, ça existe. Alors déjà, on a un petit problème de communication entre nous, parce que ça va faire des années qu'on doit être à proximité. Ça, c'est le premier point. Le second point, je m'interroge, je vous pose la question, notamment à Monsieur Volton, sur cette question du récepteur. Parce que je crois que ce n'est pas de même nature quand le récepteur est un individu, quand c'est un individu qui représente quelque chose ou une communauté, ou quand c'est la communauté elle-même. Tout à l'heure, vous parliez de Total. Sur le plateau de Saclay, moi, je peux vous dire que je ne suis pas un défenseur de Total. C'est une belle société. Je suis content qu'elle soit française. Ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, il est le suivant. C'est que Total, je vous assure, pour travailler dans le projet scientifique du plateau de Saclay, développe le maximum de son énergie sur ce territoire, sur le photovoltaïque, sur les énergies décarbonées. Personne ne le sait. Donc, se pose la question de la vérité. Vous me dites, ah mais Total, c'est un pollueur, terminé, c'est pas la peine qu'il explique autre chose, on ne le croira pas. Donc là, il y a un vrai problème de vérité qui se pose. Deuxième question, le CEA, qui est également présent sur le plateau de Saclay. Le CEA, il fait quasiment plus de nucléaire. Il fait de la biotechnologie. Non, mais il fait beaucoup de sur le plateau de Saclay, sur le centre de Saclay. Je ne vous parle pas à Grenoble. Hein. Bon, il fait beaucoup de biotechnologie, il fait beaucoup de nanotechnologie, il fait des choses qui sont pas forcément d'ailleurs sympathiques. Votre question. Ma question, c'est entre la vérité, parce qu'il y a des vérités dont il faut convaincre quand même. D'accord, 30 secondes à répondre. C'est un très bon exemple que vous citez, Total ou le CEA. Vous et moi, nous recevons des informations sur ce qu'ils font et au bout d'un moment, nous construisons une représentation, que ce soit la SNCF. Bon, nous avons une représentation en fonction de la vision du monde que nous avons du rôle du CEA ou de Total ou de n'importe quelle boîte, Renault, etc. L'acteur industriel peut changer de secteur d'activité. C'est un très bon exemple que vous dites, effectivement, ils font autre chose que l'image qu'on a d'eux et la représentation qu'on s'en fait. La question politique est intéressante à se poser, c'est jusqu'à quand est-ce que le CEA considère qu'on a intérêt à avoir en représentation l'idée que c'est l'acteur numéro 1 du nucléaire, et à partir de quand il se dira, merde, je fais une connerie, il faut quand même qu'on s'aperçoive que je suis sur d'autres secteurs. Même chose pour Total. Et moi, ce que j'essaie de dire aux dirigeants, quand ils me demandent mon avis, ils s'en foutent en général de l'avis d'un scientifique, parce que les dires comme sont là, les dires marketing, les dires tout ce qu'on veut, c'est de leur dire, ne mentez le moins possible. Si vous êtes en train de vous diversifier sur d'autres sources d'énergie ou sur d'autres, dites-le, parce que ça va élargir la perception qu'on a de vous, et le jour où vous basculez d'activité, ce sera mieux. Mais il y en a qui disent, oui, il faut jouer la vérité, d'autres qui on s'en fout. Et donc ça dépend uniquement des éléments de langage qui sont constitués par la direction. Et donc, pour répondre à votre question, la perception qu'on a en matière de réception dépend beaucoup du message de l'émetteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, si les récepteurs, vous et moi, ont l'impression qu'on nous ment, entre guillemets, et que par exemple sur la voiture électrique, sur la voiture, moi j'appartiens au CNRS, où en fait, ça fait 20 ans qu'on dit on n'arrive pas à faire la pile commode pour la voiture électrique. Parce qu'en fait, on ne le veut pas. Si on le voulait, on l'aurait. Les constructeurs ont été des feignants. Ils ont épuisé le pétrole jusqu'au bout, d'accord, et continuent à marcher. Et on n'a jamais investi en recherche fondamentale pour faire une voiture électrique si on voulait. Objectif classique économique. Au bout d'un moment, ça se retournera contre les constructeurs. Parce que la représentation écologique du monde augmente, tout le monde veut une voiture, on ne veut pas qu'elle pollue, et un jour on demandera des comptes. Et les constructeurs sont obligés de dire, mais oui, merde, on a fait une connerie, on a perdu 30 ans. Donc les comptes se soldent toujours un jour. Vous voyez ce que je veux dire? Le récepteur n'est jamais idiot. Ou alors s'il est idiot, il ne faut pas de démocratie, il ne faut pas de suffrage universel. On peut lui mentir, il peut être baladé, comme nous on peut balader nos... Mais au bout d'un moment, c'est quand même toujours la vérité qui ressort. Et moi, c'est ça qui me frappe. J'ai un truc... J'avais fait, quand j'avais même pas 30 ans, un livre avec un personnage qui était un personnage de droite que tout le monde détestait, qui était Raymond Aron contre Jean-Paul Sartre, que tout le monde adorait. Et en gros, la phrase c'était « Mieux vaut avoir tort avec Sartre, qui s'était gouré, raison avec Aron, parce qu'Aron avait choisi, dans la guerre froide, le camp américain. » Bon. Et je lui disais, mais enfin quand même, Raymond, bon Dieu, quand même, 35 ans de vie politique, finalement les secrets, c'est vachement important. Le pouvoir ne marche par secret. Et j'adorais la réponse de ce petit universitaire qui avait une vie complètement comme moi d'universitaire. Mais non, Dominique, il dit 80% des choses sont connues. Il n'y a pas de secret. On est toujours dans la paranoïa de s'imaginer. Il n'y a pas d'énormes secrets. En gros, on sait à l'instant T 80% de ce qui se passe. Donc les boîtes, quand elles mentent sur leurs mensonges, sur leurs activités, elles ont tort. Il va y avoir un boomerang. Et le problème de la démocratie médiatisée d'aujourd'hui, les médias ne sont pas des génies, mais quelque part, ils rendent plus transparent le monde. Donc encore plus critique le public ou les citoyens. Et donc on a intérêt à être le plus près possible de la vérité pour que ça ne retombe pas en boomerang. Et tous les pouvoirs politiques qui mentent, ça retombe. Et quand vous prenez un septennat dans nos sociétés un quinquennat dans nos sociétés hypermédiatisées, si l'acteur politique principal est totalement à côté de la plaque, au bout d'un moment, il le paiera.
Même si la presse le soutient, on ne le soutient pas. Sarko, les autres, ils ont tous été soutenus par la presse et au bout d'un moment lâchés par la presse. Et ce n'est pas parce que la presse les a lâchés que l'opinion publique a tourné contre eux. C'est qu'au bout d'un moment, ce qu'ils disaient n'avait aucun rapport avec l'action. Et les gens ont une mémoire longue, contrairement à ce qu'on pense. Elle est compliquée à comprendre. C'est pour ça que la réduction de l'opinion publique au sondage est un vrai danger, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, l'opinion publique. C'est très lent, c'est très compliqué, c'est très dynamique. Et les sondages ne font que des photos. Or, ce qui est important, ce n'est pas la photo qui se succède, c'est comment se crée la dynamique d'une opinion. Et pour les politiques qui sont complètement exposés, complètement coincés, qui ne peuvent pas agir, et complètement aveugles à l'égard de la réalité, évidemment, ils tous se rabattent sur les sondages et sur les journalistes, et ils font une grave erreur parce qu'ils ne sentent plus la complexité de la société. Ils n'ont même pas le temps de la comprendre. Donc on est dans une accélération de la politique qui fait que tout le monde se satisfait des sondages. En plus, ces pauvres politiques passent leur vie, je l'ai vu dans la campagne la dernière, où je leur ai dit, mais arrêtez de vous envoyer des tweets. Ils s'auto-intoxiquent. Ils s'envoient des tweets à 5000 personnes, 10 000 max, que je ne dis même pas, et ils n'entendent rien du temps long. Les gens ne vivent pas dans la logique du tweet. Un citoyen ordinaire comme vous et moi, on n'est pas dans la revue de presse tous les matins, on n'est pas dans les 50 000 tweets. Donc au bout d'un moment, cette classe politique s'enferme dans elle-même, il n'a plus aucun contact avec la réalité. Alors si le gars est très futé, il comprendra qu'il faut aller... Mais si vous prenez un Chirac ou un Hollande, qui sont deux gars fut à la compréhension, c'est pas sûr qu'au bout d'un moment, ils ne perdent pas le contact. Mais oui, ils perdent le contact. Donc ces filtres d'information et de communication deviennent des obstacles. C'est pour ça qu'on a intérêt à ralentir. La folie actuelle qui est la nôtre, c'est que nos systèmes d'information sont extrêmement rapides, interactifs et performants. Le drame, c'est que la compréhension de la société, France, Europe, monde, est extrêmement lente à avoir parce que c'est monstrueusement compliqué. Et voilà. Et que du coup, si on n'est pas capable de comprendre la complexité et la lenteur du monde, on va aller droit dans le mur parce qu'on va confondre la performance des outils, leur vitesse, avec le fait que vous et moi, on est des gens très lents. C'est l'anthropologie qui gère le monde. Vous comprenez ? Pas l'information. Et l'anthropologie, c'est d'abord le respect de l'autre. On n'a pas envie de respecter celui qui ne nous ressemble pas. On n'a déjà pas envie de respecter celui qui nous ressemble. Mais alors, celui qui ne nous ressemble pas, encore moins. Alors, si on ne veut pas se taper sur le coin de la gueule par Internet interposé, il va justement falloir qu'on apprenne la tolérance. La tolérance. Ce qui est exactement le fondement de la communication au bout d'un moment, c'est que je sais que l'autre est différent de moi. Il n'a pas ma gueule, pas ma couleur, pas ma religion. J'ai rien à lui dire réciproquement. Mais je vais faire un effort mutuel pour le respecter. Et on va se démerder pour faire un effort de cohabitation en trouvant ce que fait le commerce depuis le début de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font de commerçants ? Ils sont d'accord sur rien, ils s'en foutent. Ils ne parlent pas de Dieu, de la politique. Ils disent, moi je te vends j'essaie de te baiser sur le kilo de blé, moi tu essaies de me baiser sur le kilo de coton. Tout le monde sait que l'un veut baiser l'autre, et puis on arrive à un accord qui s'appelle un prix. Et le prix ne veut rien dire, mais c'est une transaction pacifique. Je ne dis pas que le commerce suffit à faire la paix, loin de là. Mais au moins il y a dans l'intelligence des hommes, dans le dialogue commercial ou économique, quelque chose qui est fort, à condition que ce ne soit pas des... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la question que vous posez, c'est je ne sais pas pourquoi le CEA, et même Pasteur, etc., n'explique pas mieux l'évolution de leur dynamique de recherche. Je comprends même qu'une boîte comme la mienne n'explique pas plus clairement pourquoi on a changé d'angle de recherche en 25 ans. Et ce n'est pas normal. Parce que finalement, ça suppose qu'on ne pense pas que le public soit assez intelligent pour comprendre la diversification des champs de recherche et des champs d'activité. Merci beaucoup, Dominique, pour ce développement. Je vais frustrer tout le monde. Il est 20h30 passé. J'ai une dernière question. Pardon ? Excusez-moi, 19h30. Oh là là, non, excusez-moi, pardon. Je ne frustre personne et je poursuis. Question tweet, excusez-moi. Vous savez ce qui se passe ? Il rebondit bien, hein ? Vous savez ce qui se passe ? Je n'ai pas changé l'heure de ma montre. Voilà ce qui se passe. Je poursuis. Quels sont les outils du journaliste au XXIe siècle ? Ces outils-là ont-ils changé ? Et je vais poursuivre la question du tweet, qui est la suivante. Ces outils permettent-ils d'aboutir à une vérité ou à une sincérité supplémentaire, celle que vous formulez l'un et l'autre, tous les trois d'ailleurs, de vos voeux ? Alors je commence par Stanislas. Outils supplémentaires au XXIe siècle pour le journaliste. Internet, Twitter, bien évidemment, et tous les outils qui s'appliquent à chercher des mots-clés sur le web. Donc là, il y a une palanquée d'outils, mais Google fait très bien le boulot. Qu'est-ce que ça change ? Ça change ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça permet d'aller chercher la vérité là où elle se trouve, chez l'expert, chez des gens qu'on n'allait pas voir habituellement. Si je prends l'exemple du blog Mont-Saclay, que certains connaissent et d'autres découvrent aujourd'hui, ce site a permis de mettre en avant des gens qui sont tout à fait passionnants, des écrivains. L'autre jour, j'ai reçu un homme qui vient d'écrire un livre sur 40 religieux qui n'ont pas suivi le pape pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un saclésien, c'est un ancien journaliste de l'AFP qui vient d'écrire ce livre. Grâce au blog, et puis j'imagine aussi grâce à son travail, bien évidemment,
toute une communauté va le connaître. Donc le blog, Internet permet d'aller chercher des gens qui n'avaient pas la parole jusqu'à présent. Émergence de nouveaux experts, ça c'est ce que permet aujourd'hui, ce que permettent les nouveaux outils du journaliste. Serge Moiti, non, rien. Alors je vais le dire autrement, quelles sont les sources aujourd'hui que vous utilisez pour sélectionner les thèmes qui vous intéressent? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des thèmes dont vous vous saisissez par des sources différentes d'il y a 20 ans? Non. Non, du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelles sont vos sources? Des livres, des rencontres? Oui, des sources, des livres, des rencontres. Et puis, tout ce que ma rédaction sort aussi par Internet, évidemment. Par Internet, par le tweet, par les machins comme ça, etc. Je m'y suis mis, comme on dit. Je m'y suis mis. Mais c'est nouveau pour moi. Vous voyez, je me suis mis avec à la fois gourmandise et inquiétude. Vous voyez? Alors, gourmandise, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter? Oui. Oui, vous y êtes. Là, j'ai regardé pendant 2 fois, comme ça, où on en était, comment on avait communiqué sur l'émission et quels étaient les retours, l'émission qui passe ce soir. Donc voilà, évidemment que j'aurais pas fait ça, et évidemment que je me dis, tiens, ce type pose une question intéressante, je sais pas quoi, une intervention intéressante, etc. Il signe en plus, donc voilà, ça m'intéresse, vous voyez, ça m'intéresse. Bon, mais voilà, mais c'est pas ma culture, hein. C'est pas ma culture, c'est pas mon. Enfin, je m'y mets, comme on dit. Hein, je fais ce que je peux, je rame. Mais j'ai des mecs qui font ça pour moi. Voilà. Je sais que c'est pas bien par rapport à ce que vous disiez, mais j'ai des jeunes gens, des stagiaires dévoués, des jeunes gens formidablement comme ça attentifs à mon confort intellectuel et à ma régénération, qui font ça. Et ils m'expliquent, et puis ils en peuvent plus au bout d'un moment parce que je comprends rien. Donc, en tout cas, voilà. Mais la plupart de mes thèmes, non, c'est moi. C'est moi vraiment. Enfin, mais vous parlez de quoi? Des émissions ou des... L'ensemble, que ce soit les émissions, que ce soit les documentaires, que ce soit les livres, vous vous saisissez d'un sujet. Parce que c'est très différent. Quand je fais un débat politique une fois par semaine, c'est évidemment les grands sujets politiques. Alors là, franchement, j'ai pas besoin d'Internet, quoi. Bien sûr. Bon, non, parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on fait. Pardon, mais c'est bien ça que je demande. Quand je fais des documentaires sur les églises évangéliques, c'est vraiment pas Internet, là non plus. C'est parce que je fais des films sur la foi depuis très longtemps et que ça m'intéresse de voir comment les gens prient. Voilà. Bon, mais ça n'a aucun rapport. Enfin, après, je m'aperçois qu'ils sont les rois du réseau social, les rois. Qu'ils ont des chaînes de télévision à eux, qu'ils ont des interventions télévisées, des machins comme ça, etc. Et que moi, je suis un amateur. Quand j'arrive avec ma petite caméra pour les filmer, eux, ils sont très, très forts. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi dans une église évangélique, c'est retransmis immédiatement sur leur réseau à un point hallucinant. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que je suis plutôt objet d'eux que allant à la pêche d'eux. Vous voyez, c'est plutôt ça qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est vraiment mes curiosités, moi, qui sont au centre de ce que je fais. Alors, c'est très, poussons la question. Mais comment... pardon, hein, je ne réponds pas à ce que vous voulez. Non, mais si, bien sûr. Donc, à la question, quels sont vos outils? Vous dites, mon outil principal, c'est à la fois ma curiosité, également le partage avec la jeune génération avec laquelle vous travaillez. Bien sûr. Mais en bout de course, votre curiosité. Cette curiosité-là, en 20 ans, elle a changé ou elle n'a fait qu'approfondir des fils continus Ce sont vraiment, monsieur, des fils continus. C'est vraiment des fils continus. Je m'aperçois, là, parce que je suis en train d'écrire un roman en ce moment, que je recommence toujours le même roman, par exemple. Bon. Enfin, je creuse des trucs, oui. Évidemment. Quand même, je ne suis pas absolument inerte. Mais je m'aperçois que je parle toujours des mêmes trucs. J'ai même honte. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Et mon problème, il est là. Mais c'est un acharnement de laboureur, comme ça, tout le temps, à sentir, à être ému par les mêmes choses. Les mêmes choses me font pleurer que lorsque j'étais gamin. Les mêmes choses me font rire que lorsque j'étais gamin. Les mêmes gens m'intéressent que lorsque j'étais gamin. Et une certaine façon de parler aux gens m'intéresse depuis que je suis gamin. Vraiment, c'est... vous voyez, alors Internet peut multiplier ça, mais bon, il m'oublie un peu Internet. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quand même... Je sais pas si je réponds... Parce que là, on est dans un truc un peu perso, pardon. Je suis pas... J'envie Dominique, parce que lui, il fait c'est son métier. Moi, c'est pas. Le vôtre. Enfin, non, moi, non.
j'en ai pas la capacité de théoriser sur ce que je fais. Je ne vous demande pas de théoriser, de témoigner nous suffit. Le témoignage nous suffit largement. La valeur testimoniale ici est largement impressionnante. Je veux dire par là, encore une fois, 21e siècle, on a Twitter, on a Facebook, on a de nouveaux outils. Vous me dites, moi, je trace un sillon basé sur ma curiosité et mes passions, et je suis un laboureur constant depuis 30 ans de ces passions et de cette même curiosité. Mais je ne suis pas un exemple à donner. Qui sait? Je n'en sais rien, Dominique Volton. Quand tu dis je ne suis pas forcément un exemple à donner, je pense que tout le monde fait la même chose. Donc tout le monde poursuit ainsi. Un des acquis de la psychanalyse, quand même, c'est de dire qu'on a un art extraordinaire à répéter les mêmes choses. Hein. Oui. Qu'est-ce que dit la psychanalyse? Elle ne nous guérit pas, ça n'a pas de sens. On peut écouter dans une séance de psychothérapie ou en psychanalyse, le génie du psy, c'est de nous renvoyer des choses qu'on n'arrive pas à entendre. Mais ce n'est pas parce qu'on les entend qu'on ne les répétera pas. On a tendance à répéter tout le temps les mêmes conneries toute sa vie. Et c'est lié notamment au traumatisme d'enfance et compagnie. C'est pour ça qu'on ne s'en sort jamais de son histoire personnelle. On peut naturellement inventer une histoire, heureusement. On peut aimer, on peut faire des gosses, on peut recommencer. Mais quelque part, on a une capacité, et je ne sais pas d'où ça vient dans la structuration du psychisme, c'est vrai que, en gros, on a une tendance à répéter. Donc, ce que tu dis, c'est très vrai. Mais moi, quand j'ai fait ce livre qui m'a beaucoup coûté, le dernier, l'Indiscipliné, les hommes de la communication et de la politique, ou 35 ans de recherche, parce que c'est le même sous-titre, c'est quoi ? C'est finalement, je me suis aperçu que dans 10 domaines de recherche, et j'ai énormément travaillé, parce que de la femme à l'Europe et l'homme à la communication politique, aux médias, à la mondialisation, les sujets sont différents. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est une théorie de la communication. Et je ne le savais pas, c'est la même chose que toi. Et qu'est-ce qui m'intéresse à la communication? C'est que ça ne marche jamais. Et c'est parce que ça ne marche jamais qu'on la répète en permanence et que c'est le fondement de l'humanité. Et quand je dis fondement de l'humanité, à la fois de l'humanisme et de la démocratie. Et pourquoi je veux sauver ce mot qui est détesté par tout le monde, c'est parce que communiquer, c'est reconnaître que l'autre en face de moi est libre et mon égal. Il a fallu des siècles pour y arriver. Et que ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ce n'est pas important et qu'on remet sur l'ouvrage en permanence à quelles conditions puis-je quand même m'entendre avec lui, avec elle, avec ma femme, ma maîtresse, mes amants, mes gosses, mes collaborateurs, mes supérieurs, mon député, mon maire, mon président de la République, et on peut continuer comme ça. Et avec moi-même. Et avec moi-même, et bien sûr. Et moins on s'aime, moins on est capable d'aimer les autres. Plus on se supporte soi-même, plus on est capable d'aimer. Donc ce qu'apporte la psychanalyse, c'est finalement ce qu'a dit le théâtre grec. Alors, ce que je veux dire sur le fond. Moi, j'ai écrit un bouquin il y a 15 ans qui m'a valu beaucoup d'ennuis et ça continue, qui s'appelle Internet, ou 17 ans, je ne me souviens plus, ça s'appelle Internet et après, autrement dit, je dis OK, Internet va gagner, and so what? C'est une fois qu'il y aura 7,5 milliards d'internautes. Parce ce qui m'intéresse, c'est une fois que ça a gagné, on retrouve toutes les anciennes questions. Il n'y a pas de... Oui, on accède plus facilement. Oui, on accède plus vite. Oui, on a des associations d'idées plus faciles. Oui, ça permet à des gosses de s'en sortir quand ils ne s'en sortent pas vis-à-vis d'un prof. Oui, ça permet à un journaliste d'aller plus vite fouiller. Oui, ça permet éventuellement à un chercheur, encore c'est compliqué parce que ce qui nous intéresse, c'est en général jamais très formalisé sur le net. Mais peu importe, soyons optimistes. Il y a toujours quelque part une réponse à la question que vous posez, si je suis optimiste. Mais la question, ce n'est pas la réponse à la question que vous posez. Ce qui est important, c'est la question. Et il y a deux limites qui se posent immédiatement. C'est qu'une journée, c'est 24 heures. Et que vous, même si vous pouvez accéder à la bibliothèque d'Alexandrie, and so what, vous en foutez, parce que vous avez 24 heures, que vous n'avez pas forcément les compétences pour le traiter, et qu'in fine, ce qui fait sens à votre vie, c'est finalement 2-3 relations, 2-3 situations, 2-3 enjeux, et que oui, à cette abondance d'informations à laquelle vous pouvez accéder, mais non à l'illusion de croire que la capacité d'accéder à cette abondance d'informations fera de la connaissance ou fera de la communication. La connaissance, c'est quoi? C'est une extraordinaire métabolisation qu'un individu fait à partir d'informations de nature différente qu'il gère et qu'il capte n'importe comment. Alors, on élargit le cercle de l'information avec les systèmes d'information. Oui, très bien. Mais est-ce qu'on élargit simultanément le cercle de l'expérience? Pas sûr. La rupture de la radio et de la télé, c'est que la radio et la télé, ça nous a ouvert pour la première fois à grande échelle et facilement une fenêtre sur le monde. Donc, on a vu que l'autre existait ailleurs. Ce que nous permet Internet, c'est d'accéder beaucoup plus facilement, non pas à l'autre, l'autre est connu maintenant, c'est un nombre incalculable de données et d'informations. Oui, pour une part, ça vous modifie, mais pour une part, oui et non. Ça ne vous améliore pas dans le rapport à l'autre. Vous pouvez être un pervers tordu, ce qui est d'ailleurs très nombreux le cas, il y a beaucoup comme ça, je veux dire. Vous pouvez être un super internaute parfaitement schizo, parfaitement autiste, parfaitement pervers, parfaitement tordu, parfaitement spéculateur. Donc, en soi, Internet ne change rien de l'homme. Or, aujourd'hui, pourquoi on pense qu'Internet change l'homme? C'est parce que nous avons une telle crise des idéologies que, hélas, depuis l'effondrement Est-Ouest, il n'y a plus grand-chose comme idéologie mondiale qui s'oppose. La science, on doute d'elle, et ce n'est pas complètement faux, parce que tout compte fait, le bilan est discutable. La religion, le business redémarre, mais en dehors des pays qui pensent que le religieux, c'est la même chose que le politique, nous, en Europe, on est quand même assez sages, on a intérêt à penser une forme de laïcité. Donc il y a une crise des valeurs. Et la mondialisation nous est tombée sur le coin de la figure.
Donc nécessairement, l'amour des technologies d'information compense, et la jouissance qu'on a à s'en servir, compense en bonne partie, mais sur les données fondamentales de l'homme, aimer, transmettre, être capable de réussir sa vie, putain, Internet est très loin de toutes ces valeurs. Mais on le charge aujourd'hui. Comment dire? Je vais faire ma phrase autrement. Une idéologie technique, ça commence le jour où on charge une technique de changer l'homme. Voilà. Et avec Internet, on est exactement dedans. Non seulement on pense que Internet va changer l'homme, mais on pense qu'il va même changer la société. Or, Internet, symbole de la liberté, est géré par des monstres mondiaux à l'égard desquels les multinationales de l'automobile sont des gamins. Mademoiselle Microsoft, Monsieur Google et la bande des copains, ce n'est pas des PTPE. Oui, ce sont des monstres économiques et financiers, avec des logiques de pouvoir et de puissance gigantesques. Et en même temps, l'individu qui a sa bécane, il croit qu'il est libre. Il n'est pas libre du tout. Immense traçabilité, immense. Et d'autre part, enjeux politiques mondiaux considérables. Et enjeux culturels mondiaux, parce que sur la bécane, c'est un certain mode de rationalité. Ce n'est pas parce que vous avez le même ordi à Dakar, à Jakarta et à New York que les modes cognitifs des gens sont les mêmes. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans la mondialisation, c'est l'extraordinaire diversité des cultures. On ne pense pas pareil. Et on pense dans une langue maternelle. Et les 3/4 des langues maternelles sont écrasées. Donc, par conséquent, il y a la même bécane. Mais la même bécane ne veut pas dire qu'on ne soit d'accord sur quoi que ce soit. C'est un misfit, comme on dit. Le fait que tout le monde soit avec les mêmes ordis et les mêmes images ne veut pas dire qu'il y ait une conscience unique du monde, et heureusement. Et du coup, la question théorique qui m'intéresse, c'est, je vais vous la dire en 2 mots. On a mis 60 ans à comprendre qu'il faut respecter la nature. En gros, on accepte la diversité de l'écologie. On nous embête même quand on nous abat un arbre parce qu'on nous fout un panneau. Cet arbre est abattu parce qu'il est fatigué, mais rassurez-vous, on va en planter un autre. Donc en gros, il y a une espèce d'idéologie de base de l'écologie. Exemple d'ailleurs dernier de l'écologie écologique, moi je cite tout le temps, c'est que personne ne met en cause l'horreur absolue que représentent les décisions concernant les éoliennes. Les éoliennes. C'est monstrueux. Mais comme c'est propre, c'est naturel, c'est le vent. On démontrera les éoliennes dans moins de 30 ans. Mais pour l'instant, je bénis les éoliennes. Donc l'homme accepte la diversité de la nature, c'est plutôt mieux de ne pas laisser une poubelle à ses enfants. Mais l'autre diversité, qui est bien plus importante que la diversité de la nature, c'est la diversité culturelle. Les langues, les visions du monde. On a signé à l'UNESCO en 2005 une convention, coup de bol, qui a été signée. Elle est ratifiée par plus de 130 États maintenant, donc elle fait partie du droit public international. Tout le monde s'en fout de la diversité culturelle. Et la première des conditions de la diversité culturelle, c'est la diversité linguistique. Donc l'homme est fou. Il est prêt à respecter la diversité de la nature, parce qu'en fait, ça ne parle pas, les arbres, ni les animaux. Mais respecter la diversité culturelle, c'est respecter ce qui me cause dans une langue, avec une gueule, une couleur qui n'est pas la mienne. Et l'enjeu politique dans un monde tout petit, qui est celui du village global, avec toutes les interactivités, c'est qu'on va se voir de plus en plus. Et moi, la question théorique et politique qui m'intéresse, c'est, bon Dieu, va-t-on ou non respecter l'autre dans sa diversité, ou bien va-t-on continuer à considérer que celui qui n'a pas ma gueule, ma couleur, ma hiérarchie, il est supérieur ou inférieur à moi? Et si on n'est pas capable de gérer la question de la diversité culturelle, c'est la guerre. Et vous et moi, on ne mourra pas pour défendre un arbre, on ne mourra pas pour une différence de salaire, mais on mourra parce qu'on nous dira la représentation de Dieu que tu as n'est pas acceptable, la vision de la liberté, le patrimoine, les symboles, les frontières, l'histoire, ce qui fait qu'on est des êtres de culture. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que l'homme est fou? Non, pourquoi est-ce que l'homme est sage pour avoir accepté la diversité de la culture? Et pourquoi sommes-nous à ce point-là indifférents, pour avoir respecté la diversité de la nature? Et pourquoi sommes-nous à ce point-là stupides pour ne pas nous rendre compte que ne pas respecter la diversité de la culture, c'est demain l'appel à la guerre? Mais le racisme, il est là. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'Europe, partie du monde la plus riche. Le racisme marche très très bien. La haine de l'autre marche très très bien. Et on se trouve un bouc émissaire tous les 20 ans. Donc si on continue comme ça, aujourd'hui c'est les Roms, demain ce sera autre chose. Hier c'était les immigrés, on peut avoir les Roms et les immigrés comme adversaires. Hein. Sur Mange Patin, ils ont tous des sales gueules de toute façon. Ben oui, ils ont des sales gueules. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Plus vous avez la visibilité de l'autre, plus vous trouvez qu'il n'a pas votre gueule. Et plus la haine à l'égard de l'autre monte. Et moi la question politique qui m'intéresse pour la communication, c'est comment est-ce qu'on va se servir de ces techniques, non pas pour avoir une illusion de croire qu'on se comprend, mais pour tolérer celui qui n'aura jamais ma tête, jamais ma couleur, jamais ma religion. Vous partez quand même toujours du même postulat, qui est le postulat « je suis là pour haïr l'autre ». J'entends pas. Pousse. Non, mais c'est le postulat de base. Moi, je vais prendre une phrase qui n'est pas vieille, hein, elle a 2000 ans. Si aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça marchait, ça se saurait. Baisez-vous, sadisez-vous, truandez-vous, ça marche très bien. Mais respecter l'autre, ça ne marche jamais. Hélas, je dis. Donc moi, je ne suis pas pessimiste, je suis factuel. Un scientifique, il est factuel. Putain, ça ne marche jamais, l'aimez-vous. Par contre, tuez-vous, sadisez-vous, je ne dis pas le reste, ça marche très bien. Donc si on veut qu'on se tolère dans nos différences, il faut un énorme effort politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour revenir sur la question de la vitesse des systèmes d'information, si les systèmes d'information permettaient
à l'homme de faire un effort supplémentaire pour mieux comprendre l'autre dans sa différence, j'achète. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça l'idéologie. C'est qu'on suppose que plus nos messages iront vite, plus on se comprendra. Et c'est pour ça qu'un chercheur comme moi, il tire la sonnette d'alarme. Hartung, il n'y a aucun rapport entre la performance du système d'information et plus de tolérance à l'égard d'autrui. Vous venez d'engager un troisième tableau très intéressant. Nous allons y aller dans un instant. On tente de voir clair dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Petite synthèse en 3 points.